Le 13 mars 1977, à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville, Marien Ngouabi prononçait un discours dans lequel il disait, je cite, « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. » 5 jours plus tard, le 18 mars, il a assassiné dans sa résidence sous l'œil passif de la garde présidentielle. L'histoire politique de la République du Congo en général et de Marien Ngouabi en particulier est très compliquée, tachée de beaucoup de sang, avec la participation de nombreux acteurs, la France, les États-Unis et le Congo de Mobutu. Dans cette vidéo, on démystifie les coulisses du pouvoir et les causes réelles de son assassinat. Pour avoir un peu de lumière sur l'une des histoires politiques les plus intéressantes d'Afrique, je vous prie de rester bien scotché jusqu'à la fin. L'histoire du Congo et de Marien Ngouabi, c'est maintenant. Avant d'arriver dans les années 60, intéressons-nous tout d'abord à l'histoire précoloniale congolaise. Avant l'arrivée des colons français, le territoire actuel du Congo est bien structuré en plusieurs entités politiques, parmi lesquelles le royaume de Luango, le royaume Congo et le royaume Tio. La première vraie exploration européenne au Congo est menée en 1482 par le portugais Diego Tiao. Ce n'est qu'en 1875 que Pierre Savognan de Brazza débute la pénétration française au Congo. Les conditions des accords restent encore floues, mais les Français signent des traités avec les Makoko, les Téké et le roi Maloango. À la suite de ces accords, en 1885, le Congo devient l'un des 4 États de l'Afrique équatoriale française et Brazzaville est la capitale de l'AEF. Dès 1899, en échange de 15% sur les bénéfices, l'administration coloniale française donne le pays à des sociétés concessionnaires qui volent les ressources naturelles, principalement le caoutchouc, mais aussi le sucre, les bois précieux et l'ivoire. Les domaines de ces sociétés sont immenses, variant de 200 000 à 14 millions d'hectares. Les dures conditions de l'exploitation coloniale suscitent du nationalisme et des révoltes réprimées violemment par les colons français. En 1926, André Matsois fonde une amicale pour aider les anciens combattants africains de la Première Guerre mondiale. Cette amicale devient rapidement un mouvement de protestation. Effrayés, les colons français font incarcérer Matsois qui meurt en prison en 1942 dans des circonstances très obscures. Le nationalisme congolais prend réellement corps après la Seconde Guerre mondiale. Le 21 octobre 1945, les Congolais élisent le premier député congolais, Jean-Félix Tshikaya, à l'Assemblée constituante de Paris. Celui-ci fonde en 1946 le Parti progressiste congolais PPC, section congolaise du Rassemblement démocratique africain RDA, dirigé par Félix Houphouët-Boigny. Et il partage alors les idéologies phares du parti à ce moment, à savoir l'amélioration des conditions de vie des Africains et la lutte directe et indirecte contre le colonialisme. Naturellement, il ne plaît pas beaucoup à l'administration coloniale, qui décide de soutenir un certain Fulbert Youlou, fondateur de l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDDIA, qui remporte avec éclat les élections municipales de Brazzaville en 1956. Monsieur Youlou est désormais l'homme de la France au Congo. En 1958, lors du référendum sur la communauté française, le Congo vote oui et il est nommé Premier ministre. L'année d'après, en 1959, des troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient. Le 21 novembre, Youlou est élu président de la République et le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Monsieur Fulbert Youlou est un homme d'église. Après des études secondaires à Kono au Cameroun, il intègre le grand séminaire de Yaoundé et il en sort abbé. À la tête de la nouvelle république, bien comme d'église, il accumule de jeunes femmes. Instaure un régime dictatorial, de nombreux opposants congolais sont assassinés. Dans son gouvernement, il donne de nombreux postes à responsabilité des Français et signe de nombreux accords avec Paris qui permet au régime gaulliste de piller les ressources du pays. À la suite de nombreuses revendications, le 15 août 1963, une manifestation géante l'oblige à démissionner en tant que président de la République, maire de Brazzaville et député de l'Assemblée nationale. À la tête de l'État, il est remplacé par Alphonse Massamba Deba. La gouvernance de Massamba Deba est aussi mouvementée avec des contestations internes. Et en pleine période de guerre froide, il décide de couper les contacts avec les États-Unis et traite avec la Chine et Cuba. Il devient un problème pour Washington. La CIA active son agent Mobutu en RDC qui durcit directement les relations entre les deux Congos. Massamba Deba apporte son soutien au MPLA angolais et l'UPC camerounaise, ce qui complique aussi les relations avec la France. Sur le plan militaire, il n'a pas le contrôle de l'armée et dans le pays, les tentatives de déstabilisation se multiplient. Il est finalement renversé le 4 septembre 1968 par un groupe d'hommes influents de l'armée avec à leur tête un jeune âgé de 30 ans. Il devient le 3e président du Congo. Son nom est Marien Ngouabi.
Marien Ngouabi naît le 31 décembre 1938 à Olembe. Il est le fils de Dominique Osséré et d'Antoine Mboualé à Bemba. De 1947 à 1953, il fait des études primaires à Fort-Roussette, actuel Owando. En 1953, il entre à l'école militaire préparatoire générale Leclerc de Brazzaville. Il en sort en 1957 et est affecté à Boa, en Obangué-Chari, actuelle République centrafricaine. De 1958 à 1960, il fait partie du 2e bataillon des tirailleurs du Cameroun avec le grade de sergent. En 1960, à la faveur de l'indépendance du Congo, il est admis à suivre une formation d'officier en France et il a pour camarades de promotion Joachim Yombi Opango et Louis Sylvain Ngoma. En 1962, il revient au Congo en tant que sous-lieutenant et est affecté à la garnison de Pointe-Noire comme adjoint au commandement du bataillon d'infanterie. L'année suivante, il est promu lieutenant. En 1965, 2 ans après la chute de Youlou, de retour à Brazzaville, il devient capitaine et commande le nouveau bataillon parachutiste des forces armées congolaises. L'année d'après, il est membre du comité central du mouvement national de la révolution MNR et il représente l'armée. Comme plusieurs officiers, il vit mal les changements opérés dans l'armée par le pouvoir politique de Massamba Deba. Le 21 juin 1966, l'Assemblée nationale adopte une loi transformant les forces armées congolaises FAC en armée populaire nationale APN. Cette nouvelle organisation introduit une direction politique et un haut commandement collégial dirigé par une commission civile, présidée par un officier membre du parti occupant le rang de commandement en chef de l'APN. Le capitaine Ngouabi proteste contre cette politisation de l'armée et critique vivement le président Massamba Deba. En réponse, il est transféré à Pointe-Noire. Ayant refusé ce transfert, il est arrêté et rétrogradé au rang de soldat de première classe par Massamba Deba. En réaction, des membres de son ethnie manifestent à Brazzaville pendant 2 jours pour demander sa libération. Les militaires de son bataillon, le groupement aéroporté, se révoltent, occupent des bâtiments gouvernementaux et saccagent le siège du parti. Le chef d'état-major, le commandant Muntsaka, se rend à la base militaire de Mayamaya pour tenter de calmer la situation, mais il est capturé et emprisonné. Finalement, la défense civile rétablit l'ordre et Ngouabi est libéré et réintégré dans son grade. Cette confrontation renforce sa position au sein de l'armée où il devient le leader des officiers progressistes qui plaident pour une politique plus orientée à gauche. Assigné au bureau d'études de l'état-major, il écrit un livre intitulé « Soldats du peuple ». Au début de l'année 1968, la situation politique se détériore. Massamba Deba renvoie Ambroise Noumazalaï et prend lui-même la fonction de premier ministre. En juillet, les tensions atteignent leur apogée. Massamba Deba, de plus en plus critiqué par les politiciens, fait arrêter Ngouabi et le lieutenant Eyabo le 29 juillet pour leur activisme politique. Le groupement aéroporté se révolte à nouveau. Le 31 juillet, un détachement de paracommando dirigé par l'adjudant Okwala libère les 2 prisonniers. Ngouabi et ses hommes prennent alors la maison d'arrêt de Brazzaville et libèrent le commandant Mouzabakani et le lieutenant Kinganga, détenus depuis des mois pour tentative de déstabilisation du régime. Cela leur permet de gagner la sympathie de certaines populations du Poul. Cependant, parmi les habitants de la région natale de Massamba Deba, les Bakongo soutiennent le président tandis que les autres ethnies restent nostalgiques de Fulbert Youlou, ce qui crée d'importantes divisions dans le pays. Alors que les tensions s'intensifient et que le pays frôle la guerre civile, Massamba Deba, affaibli par la défection d'Ange Diawara, le commandant de la défense civile, est obligé de prononcer une amnistie pour tous les prisonniers politiques. Ngouabi devient alors le point de ralliement de diverses oppositions au chef de l'État, incluant des officiers progressistes, des officiers de droite dirigés par Mouzabakani, ainsi que des factions Noumazalaï et Lissouba. Le 3 août, le président quitte le palais pour son village natal, laissant le pouvoir vacant. L'armée publie alors un communiqué demandant au président de reprendre ses fonctions, tout en précisant que le lieutenant Poignet, secrétaire d'État à la Défense nationale, assure l'intérim. Les militaires annoncent également la nomination de Ngouabi comme commandant en chef de l'APN, remplaçant le capitaine Ebadep, et celle du capitaine Sylvain Ngoma comme chef d'état-major, remplaçant le capitaine Kimbulan Kaya. Les nouveaux dirigeants militaires et Massamba Deba revenus à Brazzaville entament les négociations le 4 août. Le 5, ils aboutissent à la formation d'un nouveau gouvernement et à la création d'un Conseil national de la révolution CNR de 39 membres, incluant 12 officiers parmi lesquels Ngouabi, Alfred Raoul, Kimbuala Kaya et Sassou Nguesso. Le 16 août, un acte fondamental abroge la constitution de 1963, instituant le Conseil national de la révolution CNR comme organe législatif provisoire dirigé par Marien Ngouabi. Massamba Deba n'étant qu'un simple membre
novembre, perd tout pouvoir réel. Le 20 août, le CNR nomme Alfred Raoul Premier ministre. À la fin du mois, le CNR décide d'intégrer la défense civile à l'APN, ce qui augmente les tensions. Les derniers partisans de Massamba Deba se retranchent à Bakongo. Le 29 août, l'armée les attaque et après 3 jours de combat, ils se rendent. Le 4 septembre, Massamba Deba démissionne et est emprisonné. Le 7 septembre, le CNR supprime la fonction de président de la République, confiant l'intérim à Alfred Raoul. En réalité, Marien Ngouabi devient le dirigeant de facto. Le 31 décembre 1968, l'acte fondamental est encore modifié. Le CNR réduit à 28 membres, exclut les proches de Massamba Deba et devient l'organe suprême de l'État avec son chef comme président de la République. Marien Ngouabi devient ainsi le 3e président du Congo à 30 ans. Il prend la tête d'un pays de 1 million d'habitants avec une économie basée sur l'agriculture, l'exportation du bois, l'exploitation minière et le transport. Grâce à ses infrastructures et à sa position géographique, le Congo sert de transit pour les pays voisins. Le pays possède une industrie naissante et des services publics fonctionnels. Mais le pays manque de personnel qualifié. Cependant, le taux de scolarisation primaire de 95%, laissant espérer des améliorations futures. Très vite à la tête de l'État, Ngouabi confirme alors Alfred Raoul comme Premier ministre, qui forme un nouveau gouvernement. Il choisit de résider au quartier général de l'APN plutôt qu'au palais présidentiel. Et au début de son pouvoir, il reconstruit la société congolaise sur le modèle soviétique, rompant avec l'influence chinoise de Massamba Deba. Et il renforce la coopération avec l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Roumanie, tout en maintenant les intérêts économiques occidentaux, notamment français, avec des nationalisations limitées. Ngouabi réorganise aussi l'armée en février 1969 et crée une cour révolutionnaire de justice. Moussa Bakani, soupçonné de coup d'État, est arrêté et condamné à perpétuité. En juin, le capitaine Kikadidi et d'autres sont arrêtés pour tentative de coup d'État en faveur de Massamba Deba. Le 16 octobre 1969, Massamba Deba est de nouveau arrêté mais acquitté, de même que ses anciens collaborateurs. Mais il est interdit de politique et de sortir du territoire pour 2 ans. Le 7 novembre, un autre homme influent, Bernard Kolelas, est arrêté pour tentative de coup d'État et condamné à mort, bien que la peine ne soit pas exécutée sous ordre de Marien Ngouabi. Du 29 au 31 décembre, le Parti congolais du travail PCT, nouveau parti unique, est créé par Marien Ngouabi. Une nouvelle constitution est promulguée. Il renomme le pays République populaire du Congo et change quelques symboles nationaux. Le Parlement est supprimé et le président du comité central du PCT devient automatiquement président de la République sans élection populaire. Le poste de Premier ministre est supprimé et le Conseil d'État devient l'organe exécutif présidé par le chef de l'État et qui aura un vice-président. 3 organisations de masse sont établies dans le pays. La Confédération syndicale congolaise, l'Union révolutionnaire des femmes congolaises et l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Bon, l'Union nationaliste des écrivains et artistes congolais UNIAC sera créée plus tard. Le 7 janvier 1970, Marien Ngouabi est investi à la tête du parti et de l'État pour 5 ans. Il nomme Alfred Raoul vice-président du Conseil d'État. 2 nationalisations importantes sont effectuées. L'agence trans-équatoriale de communication ATEC devient l'agence trans-congolaise de communication ATC. Et la société industrielle et agricole du Niari est aussi nationalisée. Le 23 mars, le lieutenant Kinganga, en exil à Kinshasa, tente de renverser Ngouabi mais échoue et est tué. Plusieurs de ses partisans sont exécutés et 3 complices sont condamnés et exécutés une semaine plus tard. Ngouabi accuse la CIA et Mobutu Sese Seko d'implication dans cette tentative de putsch. Après cette tentative, le PCT se réunit en congrès extraordinaire et élargit le bureau politique à 10 membres, incluant Ambroise Noumazalaï et le capitaine Sassou Nguesso. La gendarmerie est dissoute et ses membres intégrés dans l'armée. Le Conseil d'État est remanié. Le 29 août 1970, l'ancien ministre Stéphane Maurice Mbongo Noira est arrêté pour complot et condamné à 10 ans de travaux forcés. Des comités révolutionnaires sont créés dans toutes les entreprises et administrations et une attestation de militantisme devient nécessaire pour travailler dans l'administration publique. Quelques mois après cette réforme du PCT, l'aile gauche conteste Ngouabi pour corruption et gestion ethnique du pouvoir. En mars 1971, Martin Berry distribue des tracts dénonçant le tribalisme. En novembre 1971, lycéens et étudiants entament une grève générale contre le manque de moyens et l'embourgeoisement des dirigeants. Ceci sera réprimé violemment, causant la mort d'un lycéen. Du 27 au 31 décembre 1971, une session extraordinaire du comité central du PCT voit des exclusions importantes, réduisant le bureau politique à 5 membres. Aloïs Moudileno Masengo remplace Alfred Raoul comme vice-président, ce qui crée aussi des tensions dans certaines régions du pays. Le 22 février 1972, Diawara mène une tentative de putsch prenant la radio nationale et l'aéroport de Brazzaville. Le putsch échoue
échoue grâce au commandant Yobi Opango et plusieurs responsables politiques sont arrêtés. Diawara et ses compagnons, par la suite, fuient et établissent un maquis à Goma Tsetse. À mars, une cour martiale condamne 23 personnes à mort, mais Ngouabi commute la peine de mort en prison à vie, sauf pour les fuyards. Une opposition clandestine, le mouvement du 22 février, M22, se forme avec Diawara, publiant un document dénonçant Ngouabi et analysant l'échec de son putsch. En juin, Ngouabi convoque une conférence nationale sans résultat significatif, mais gagne le soutien des membres de l'Association des étudiants congolais de France. En août, Aloïse Mundjeleno Masengo démissionne de son poste de vice-président du Conseil d'État et est remplacé par Ange-Edouard Pungi. En février 1973, l'armée lance des opérations contre le maquis de Diawara en Goma Tsetse. Ngouabi fait arrêter 45 personnes, dont Pascal Lissouba et Sylvain Bemba. Le procès se termine le 23 mars avec diverses peines. Lissouba étant acquitté. Le 24 avril, Diawara et ses maquisards sont capturés et exécutés. Les cadavres de Ange Diawara, Ikoko et Bakekolo sont promenés à travers Brazzaville et exhibés par Ngouabi en personne au cours d'un meeting populaire tenu au stade de la Révolution. Le manque d'égards pour les corps privés de vie des maquisards choque profondément l'opinion nationale qui est heurtée dans sa sensibilité bantou. Ce mauvais traitement, rappelant la période coloniale, provoque chez une partie de la population une grande désaffection envers le président. Pour avoir surmonté les multiples tentatives contre son pouvoir, Ngouabi acquit auprès des populations, surtout chez les jeunes, une aura de héros invincible. Cette perception est renforcée par l'outrecuidance avec laquelle il s'en prend verbalement à la France dans ses discours. Le 24 juin 1973, le peuple congolais approuve une nouvelle constitution avec 73,5% de votes favorables. Ce texte rétablit l'Assemblée nationale et instaure des conseils locaux avec un parlement de 115 députés élus sur une liste unique du parti. Un exécutif à 2 niveaux est prévu, un gouvernement dirigé par un premier ministre et un conseil d'État dirigé par le chef de l'État. Le 27 août 1973, Henri Lopez est nommé premier ministre et forme un gouvernement de 17 membres. En octobre, le capitaine Victor Tika Kabala remplace Yobi Opango à la tête de l'APN. Cette même année, la mise en production du champ pétrolier d'Emeraude augmente considérablement les recettes de l'État. Avec l'exploitation par Elf Congo, la part des revenus pétroliers dans le budget atteint 31%. En janvier 1974, après de pression de Ngouabi, Elf verse 21 millions de francs CFA à l'État congolais pour régler leurs dettes et de nouveaux accords de coopération sont signés entre le Congo et la France. En février 1974, la société Hydro-Congo est créée pour gérer la distribution des produits pétroliers et obtient le monopole avec la nationalisation des stations-service, ce qui est un problème pour Elf Congo qui veut une emprise totale sur le pétrole congolais. Cette même année, les localités congolaises sont rebaptisées, remplaçant les noms français par des dénominations locales, sauf Brazzaville qui garde son nom. Les noms des établissements scolaires sont également changés. Marien Ngouabi veut casser les chaînes du néocolonialisme. En décembre, il est reconduit à la tête du PCT et de l'État pour 5 ans. Sur le plan continental, il soutient les mouvements de libération dans les colonies portugaises d'Afrique, notamment le MPLA en Angola. Et avec ce soutien, il entre dans le viseur colonialiste portugais. Le système de Marien Ngouabi montre peu à peu ses limites, avec des tensions ethniques et une perception de domination nordiste dans le PCT. L'adhésion au parti favorisant les proches affaiblit son niveau intellectuel et moral. Le comportement des dirigeants de l'administration est très mauvais, alimentant des soupçons de détournement. Les administrations publiques et les services sociaux souffrent de la préférence partisane, entraînant une baisse de productivité et des détournements de fonds. La gestion des entreprises d'État, axée sur le militantisme plutôt que sur la compétence, nuit à leur rendement. En janvier 1975, le président lance un programme triennal de développement de 75 milliards de francs CFA visant une économie indépendante, le désenclavement de l'arrière-pays et la réduction des inégalités sociales, incluant la relance des entreprises publiques, la création de nouvelles entreprises d'État et des travaux publics. Mais très vite, les difficultés économiques réapparaissent dans le pays. Le gisement d'émeraude décline, les fermes d'État sont improductives, les usines en faillite et la raffinerie de Pointe-Noire prend du retard. Ngouabi réunit le comité central en décembre 1975 et constatant l'incompétence et le manque de cohésion, certains membres sont exclus et un état-major spécial révolutionnaire est institué. À ce niveau, il est important de préciser que Ngouabi n'est pas apprécié par la France. D'ailleurs, il critique la France. Il a des relations tendues avec le Congo de Mobutu, complice des Américains. En mars 1976, son hélicoptère s'écrase. Il survit miraculeusement et reprend le contrôle. Il réorganise certaines institutions de l'État et en novembre, les mines de potasse de Hall sont retrouvées inondées. Un incident que Ngouabi attribue à un sabotage de l'impérialisme français, aggravant ainsi les tensions politiques et économiques entre la France et le Congo. En début mars 1977,
1977, il reçoit une lettre de son prédécesseur Massamba Deba lui conseillant de démissionner en raison de la gravité de la situation du pays. Le 3 mars, il reçoit Massamba Deba et son épouse en audience. Quelques jours plus tard, lors d'un meeting, il critique violemment l'impérialisme français qu'il accuse des responsables des difficultés économiques au Congo et déclare « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. » Le 18 mars, Ngouabi commence sa journée à l'université de Brazzaville où il enseigne. De retour à l'état-major, il reçoit Alphonse Moussi Poiti et le cardinal Émile Biayenda. À 14h30, un commando armé attaque sa résidence sous l'œil passif de sa garde. Ngouabi est conduit en urgence à l'hôpital militaire de Brazzaville où il est déclaré mort. Son corps est criblé de balles. Voici une intervention de son fils qui apporte assez de lumière sur le déroulement des événements. Est-ce que je peux vous demander un peu de silence, bien que vous soyez pratiquement tous mes aînés? Bon, Monseigneur, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est après avoir écouté à la radio, oui, j'étais dans ma voiture, un médecin qui aurait dit détenir une certaine vérité. Bon, moi, personnellement, j'étais là ce jour, le 18 mars 1977. Si j'ai dit à la télévision que depuis la mort de mon père, je crois en Dieu ou en une force, c'est parce que tout simplement, depuis le matin de sa mort, je disais à ses gardes, les Cubains qui avaient là, que je voulais aller à Cuba à l'âge de 14 ans. Hein, je venais d'avoir 14 ans, je suis né le 13 mars 1963, et je disais aux Cubains que je voulais aller à Cuba pour faire une formation pour la sécurité de mon père. Parce que j'estimais qu'avec son fils, il était moins facile de l'atteindre. Ça, c'est le matin. Ensuite, nous venons maintenant vers les environs de 13h30, 14h. Nous étions à table. Il était très content. Il expliquait les cours qu'il venait de donner à l'université. Il était très joyeux. Si j'ai quitté la table à ce moment-là, c'est parce qu'il faisait très, très chaud et je voulais aller me baigner à la piscine. Et comme il avait pour habitude de m'emmener faire la sieste, donc j'ai pris les devants et je suis sorti de table. Bon, maintenant, en sortant de table, j'arrive au secrétariat. Je vais vous dire ce que moi je sais et non ce que certaines personnes voudraient que je dise. Je suis un enfant, j'aimais mon père sincèrement et je crois que beaucoup de personnes dans ce peuple-là l'aimaient. Je ne peux pas inventer, tout simplement pour faire le jeu politique de certains, des noms de personnes que je ne connais pas. Donc je suis arrivé dans le secrétariat, j'ai vu Onsou assis avec un capitaine et j'ai bien dit, je ne pourrais pas dire si c'est le capitaine Kikadidi, si c'est le capitaine Motando, si c'est... je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas ces personnes-là. J'ai dit que j'ai vu un capitaine habillé en béret rouge, avec une arme, ses grades de capitaine, propre, et 3 ou 4 personnes autour de lui. J'ai demandé à ces personnes-là, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit, on va voir ton père, c'est urgent. J'ai dit, bon, je vais le chercher. Ils m'ont dit, non, on va attendre. Bon, j'ai tiqué, mais je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était des personnes qui venaient pour la fête du lendemain, qu'on devait fêter son accident d'hélicoptère, et qui venaient de Wando sûrement pour emmener des nouvelles de la grand-mère. Je sors, enfin avant de sortir, j'ai dit à Anchou qu'on devrait appeler Roland pour aller le chercher, mon petit frère qui est lieutenant aujourd'hui à l'armée au GAP, pour aller le chercher à l'école des cadets le soir. Je sors du secrétariat, je descends les escaliers et je vais, en sortant, comme je l'ai dit, j'ai senti qu'il y avait un calme inhabituel à la maison. Et je vous assure, inhabituel. Je suis allé à la guérite. En général, il y avait toujours 4 ou 5 militaires. Je n'ai vu que 2 militaires. Okamba, qui est aujourd'hui encore en vie, et une sentinelle que je ne connaissais pas.
À ce moment-là, je me suis assis à la balançoire. J'ai commencé à dire au Kamba, bon, je l'appelais tonton, comme je vous l'ai dit, ça c'est typiquement africain. J'ai dit non, tonton, si il arrivait un coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là depuis. De toute façon, c'était logique. Hein. Il me dira qu'il n'y aura pas de coup d'État, arrête de dire n'importe quoi. Je dis non, s'il y a un coup d'État, on prend la voiture, puisqu'il y avait des voitures garées là, on prend papa et nous enfuyons de la maison. Bon. Passe quelques minutes et je vois papa en train de se battre avec environ 3 personnes. Pendant la bagarre, qu'est-ce qui a fait que je me sois déplacé? Sinon aujourd'hui, peut-être je ne serais pas là à vous parler. C'est que il a crié, la garde, attrapez-le. Il y avait un militaire qui s'enfuyait en direction du Conseil d'État. Je monte dans la voiture, je démarre, je fais le tour, et Okama m'arrête en me disant, laisse, je m'en occupe. À ce moment-là, je commence à faire une marche arrière, mais en trombe, et je dis bien que si vous voulez, on pourra aller au musée, et nous allons, comment dire, effectuer cette marche arrière en trombe, pour que vous calculiez vous-même le temps. Mais moi, personnellement, je dis bien que cela s'est passé en environ 30 secondes, 1 minute 30, mais c'est très rapide. Ce n'est pas une affaire d'1 heure. Hein. Alors, je recule en trombe, et à ce moment-là, j'entends des coups de feu, mais de pistolet. Je reconnais les coups de feu de pistolet et le coup de feu d'armes automatiques de PMAK. Quand j'arrive au poste de police, je vois des militaires en train, enfin au poste de garde, je vois des militaires en train de s'enfuir devant moi, et je criais au secours, venez nous aider, on attaque papa, venez nous aider, ils ne venaient pas, ils fouillaient, on débraillait, l'épée m'abandonnait. Je vous assure, hein, ça sera peut-être pas compris par beaucoup de personnes, mais si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, je les aurais abattus sur place. Parce que ce sont des personnes qui, à la cité, allaient faire les gros dos, nous sommes de la garde présidentielle, hein, mais quand s'est passé le coup d'État, ils ont fui. Moi, je les aurais abattus, franchement, et je ne le cache pas. Maintenant, je reviens sur les lieux. Je vois Onchou, et je n'ai jamais dit, monseigneur, qu'Onchou était batéké. Dans ma déclaration à la télé, je pense que vous l'avez suivi, je n'ai jamais parlé de qui que ce soit, qui soit ou du Sud, ou du Nord, ou d'une ethnie quelconque du Sud, ou d'une ethnie quelconque du Nord. J'ai cité des noms de personnes que je connaissais. Cela pour le dire de M. Mpara. Bon, Onchou m'arrête. Je sors du véhicule, je prends le PMAK et 2 chargeurs. Il y avait des armes dans les voitures. Il va me dire, laisse ton arme. Je dis, pas question. J'étais à l'école des cadets. Je n'ai pas à laisser mon arme. Peut-être que si j'avais laissé mon arme, il aurait pu m'abattre, que sait-on? Je ne sais pas, mais... Enfin, toujours est-il que j'arrive. Nous nous dirigeons au stade. Il y avait un stade là, et je vois 3 corps étalés. Parmi ceux-là, un essaie de se lever en titubant. J'ai tiré et je l'ai abattu. Je ne le cache pas. Et j'étais pour moi en légitime défense. Je n'ai ni rêvé de cet homme-là depuis sa mort. Ça ne m'a rien fait. Donc, ensuite, je me dirige vers un immeuble qui avait là où il y avait mes belles-sœurs, enfin les belles-sœurs de papa, et mes frères. Je suis rentré à l'intérieur. Il y a une balle qui a ricoché. Ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est moi-même qui ai tiré. Il y avait tellement de panique à ce moment-là, ou si c'est peut-être Onchou qui était le seul qui se trouvait avec moi. À ce moment, il n'y avait personne d'autre, à mes yeux, ce que j'ai vu moi. Je rentre à l'intérieur, je dis à mes sœurs, enfin à mes frères et sœurs, et à ma tante qui était là, Marie Ossiri Kako, je pense, de rester sous les lits et de fermer les portes parce que nous étions en train de tirer sur tous les côtés. Moi, je pensais à une attaque. Personnellement, je pensais à une attaque. Excusez-moi, comme l'ont dit certaines personnes, à une attaque
venant d'un pays étranger ou d'un commando, mais beaucoup plus fourni que 4 commandos. Alors, je reviens sur les lieux je demande à ce moment-là à Anjou. Et pendant tout ce temps-là, je vous assure que quand on est jeune, on est très téméraire. Pendant que je tirais, je croyais que papa était barricadé dans sa maison et en sécurité. Et moi, je pensais à quoi? Puisqu'il était très fâché que je sois sorti de l'école des cadets. Il me faisait la tête et avait promis qu'il me ferait un cadeau pour le 19 mars, puisqu'on devait fêter et son anniversaire et le mien en même temps. Moi, je pensais pendant tout ce temps-là à ma moto. Je voulais une moto. Alors, je tirais en me disant qu'il va être très fier de moi. Je ne suis plus à l'école des cadets, mais il comprendra que je suis un homme. Et je pensais à m'acheter une moto. Je demande à Anjou à ce moment-là, mais où est papa? Il va me dire, il est là-bas. Je dis, mais là-bas où? Là-bas, là-bas. Je m'avance. Comme il y avait un perron qui barrait donc le corps de papa, c'est à ce moment-là où je verrai le corps de mon père couché. À partir de ce moment, je tirais toujours partout et je criais que papa, pour moi personnellement, je me disais qu'il était mort. Je criais papa est mort, je courais vers lui. Je vois ma belle-mère au-dessus, maman Céline, qui me dira, mais Marie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais papa est mort, tu ne vois pas que papa est mort. Et comment dire, j'essayais de soulever son corps, je n'arrivais pas. Et j'ai bien dit, pour le médecin qui est venu m'interpeller ici, à la conférence nationale, je ne sais pas ce qu'il a voulu insinuer. Tout ce que je peux dire, s'il avait quelque chose à dire, s'il aimait vraiment mon père, et s'il avait une vérité quelconque à dire, il aurait dû le dire à ce moment précis. Parce que moi, j'ai bien dit devant tout le monde à la télévision que j'aurais pu tuer 100, 200 ou 300 personnes expliquées à ce moment-là sur sa mort, parce que je le pensais vraiment, je n'ai rien à cacher, je ne suis pas un politicien, donc si c'est mal pris au niveau politique, moi, ce n'est pas mon problème. Je dis ce que je pense, je dis la vérité de ce que je ressentais. Je n'ai pas à le cacher. Et beaucoup de gens, à la mort de papa, ont voulu se venger. Mais, maintenant, avec le temps qui a passé, 14 ans, où notre famille a souffert, et en souffre encore, j'estime que le venger aujourd'hui serait stupide. Pour la bonne et simple raison que, aujourd'hui, j'ai une petite fille qui va avoir 6 ans, et, excusez-moi, et une femme, donc j'ai besoin aussi de faire ma vie. Alors, cette personne, mon père, j'ai vu qu'il avait toute cette partie arrachée, des dents par terre, une flaque de sang, et, excusez-moi, je pense que, pour moi, c'était par balle qu'il est mort, parce qu'il y avait des coups de feu dans la maison. Maintenant, si lui, il a une autre vérité, qu'il la dise, mais qu'il ne fasse pas comme si j'ai vu quelqu'un tuer mon père, parce que c'est ce que j'ai cru entendre de cette personne-là. J'ai des personnes, enfin des militaires sont arrivés, je pense du camp 15 août. Ils tiraient en notre direction, je criais d'arrêter de tirer. Parmi eux, j'ai reconnu au combi qui doit être un parent, parce que je le connaissais bien. Et c'est lui qui a fait qu'on puisse soulever le corps de papa, parce qu'il y a des personnes qui avaient peur de soulever le corps de papa. J'ai demandé, je criais à Justin Mbouka d'essayer de démarrer la voiture, de venir emmener la voiture pour qu'on l'emmène à l'hôpital, parce qu'il n'y avait personne. Heureusement que je savais conduire, sinon on aurait dû attendre un chauffeur. Il n'arrivait pas à démarrer la voiture. Je suis allé, j'ai démarré la voiture, j'ai emmené où se trouvait le corps. 3 militaires l'ont monté derrière, moi au volant et au combi. Il avait les yeux grands ouverts. Pour moi, il était mort. Pour moi, personnellement, il était mort. Maintenant, je croyais, j'espérais qu'on pouvait le sauver.
J'ai donc démarré. Nous sommes arrivés au niveau en sortant par l'état-major. Il y avait un militaire qui était là, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Je me suis dirigé à l'hôpital militaire. Les militaires sont sortis avec son corps. De là, j'ai démarré directement sur l'école des cadets. Je suis rentré en tombe à l'école des cadets et j'ai vu mon petit frère Roland. J'ai pas pu lui dire que papa était atteint à la tête. J'ai dit qu'il a eu une balle à l'épaule, qu'il va s'en sortir. Et c'est à ce moment-là où j'ai pleuré. Je me suis effondré, j'ai pleuré, j'ai un léger trou noir. Je ne sais plus, je sais qu'on était chez le commandant Ndoko, et à partir de là, on nous a emmenés, j'ai un trou noir. Ce que je sais, c'est que pendant tout le temps, je demandais à ce que Onchou soit gradé capitaine ou lieutenant, que c'était le seul qui avait lutté à mes côtés, qu'il n'y avait eu personne d'autre à la maison. Et c'est ensuite que le soir, après avoir réfléchi, après avoir pris un peu mon calme, que je me suis rendu compte que vu que les trois corps étaient à une distance d'au moins 10 mètres de celui de papa, qu'il était impossible qu'une de ces personnes ait pu lui faire du mal. Et que pour moi, c'était donc Onchou, puisque c'est le seul que j'ai vu à ce moment précis qui revenait ou bien qui fouillait, je ne sais pas où il allait, mais du moins qui m'a arrêté, et je ne voyais personne d'autre au niveau de la maison. Alors j'ai dit, et ça, c'était donc ensuite le soir, chez le général Lumbi, qui était donc revenu de Wando. Je l'ai dit à Ingobo. De toute manière, j'ai bien dit que Onchou était pour moi celui qui avait tué papa, qu'il fallait l'arrêter. Maintenant qu'il ait été abattu après 2 ou 3 jours, je ne sais plus, j'étais trop jeune, mais c'est pas à moi de répondre cela. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, j'ai 28 ans, je ne fais pas de politique. Pratiquement toutes les personnes qui sont ici sont des gens qui ont été pour moi des oncles. Je les appelais tous tontons. Ce sont comme des parents. Leurs différends politiques ne me regardent pas. Quand le général Yumbi, tonton Yumbi, est sorti de prison, je suis allé le voir pour lui montrer qu'il m'avait accueilli chez lui, que c'était un parent, et que si le président Denis Sassou Nguesso, tonton Sassou, ne comprenait pas cela, ce n'était pas mon problème. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de politique. J'estime que c'est un tonton que je vais le voir. C'est normal. Il a été reparti en prison. Je suis allé de nouveau le voir. Mais maintenant, ce que je vous dis, à vous, mes parents, mon père s'est sacrifié pour ce pays. Si lui, il était un saint, ou si lui, il pense qu'il devait être un martyr, je ne pense pas comme lui. Je suis désolé. Je n'ai pas envie d'être un martyr, je n'ai pas envie d'être un saint, je n'ai pas envie de me sacrifier. J'ai une famille et je veux que ma famille vive heureuse, avec un père. Même si je n'ai pas d'argent, mais qu'au moins ils aient un père. Parce que mon père ne me donnait pas d'argent. Il est très, très dur. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu survivre, si on peut dire, à cette éducation. Et si aujourd'hui, je parle comme je parle, c'est grâce à son éducation. Je ne fume pas de chanvre, comme beaucoup de personnes ont voulu prétendre dans ce pays. Je ne suis pas un alcoolique et j'aurais pu l'être. J'avais tous les droits de l'être. Parce que j'étais un enfant traumatisé. Mais tellement j'aimais mon père, tellement j'avais envie de lui faire honneur, je me suis battu, justement, pour ne pas tomber dans cette déchéance. Et rester la tête sur mes épaules. Alors je vous en prie, il est normal que nous fassions la vérité, puisque c'est le vœu du peuple. Mais soyons plus propres, je vous le demande. Soyons plus propres. Et ça me fait mal qu'on profite de sa mort à des fins politiques.
Réglez ça dans la propreté. Celui qui sait quelque chose le dit, celui qui ne sait rien, il se tait. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de ce silence, c'est très gentil. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie pour que le peuple sache la vérité. On ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant. Tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets étaient cachés. Dans ces conditions, le matin, il n'a averti aucun collaborateur du CMP. Chacun de nous est surpris que Kikadidi a été tué dans la nuit. Le général nous convoque tous pour qu'on rende compte à la nation et le Kikadidi tué. Mais comment? Moi, j'ai convoqué tous les officiers de l'armée, au mess mixte de garnison, tous les membres du parti, de la PL, tous les activistes de l'UGC, pour dénoncer le comportement du camarade Sassou face à la mort de Kikadidi. Ben, ça m'a coûté beaucoup d'ennuis, jusqu'à avoir un avertissement. Le temps passe. Puisque Kikadidi est parti, il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, ça se met en place une machine de conspiration pour prendre le pouvoir. Dès la mort de Ngouabi, Yombi Opango le succède à la tête de l'État. Un comité militaire du parti est institué. Le 19 mars, la junte désigne le capitaine Barthélemy Kikadidi comme responsable de son assassinat. Une commission d'enquête et une cour martiale condamnent à mort Massamba Deba et plusieurs membres de la garde présidentielle. L'ancien président est exécuté une semaine après Ngouabi. Les obsèques de Ngouabi ont lieu le 2 avril. Sassou Nguesso lit l'oraison funèbre et le défunt est inhumé à l'état-major. Un mausolée est érigé sur sa
tombe. Yobi Opango instaure un culte à sa mémoire, rebaptisant l'université de Brazzaville à son honneur. En janvier 1978, la cour révolutionnaire juge 42 personnes pour complicité dans l'assassinat de Ngouabi. 10 sont condamnés à mort et exécutés le 7 février. Kikadidi, condamné à mort par contumace, est abattu par l'armée le 13 février 1978. Il est clair que toutes les tentatives de coup d'État et même l'assassinat de Marien Ngouabi ont été planifiés par des puissances étrangères. Mais je vais attirer l'attention sur l'implication des Noirs dans la chute des Noirs. Ngouabi n'était pas parfait, loin de là, mais c'est un monsieur que bien que président de la République, il enseignait les Congolais, il faisait les descentes avec l'armée et il était contre toute forme de néocolonialisme. Comme toujours, les colons ont piégé et saboté la politique économique du Congo. Et c'est cette manigance coloniale occidentale qui a orchestré des soulèvements contre le régime de Marien Ngouabi. On arrive à la fin de cette vidéo. Beaucoup évoquent l'implication de l'actuel président du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans son assassinat. Je vous prie alors de faire des compléments d'information. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Bon, c'était l'histoire de Marien Ngouabi.